Bonsoir à tous, bouge la France, il est 22h, pile, donc on est à l'heure et on est en direct avec plusieurs thèmes ce soir. D'abord les chiffres en baisse du chômage pour le mois d'avril, avec Jean-Louis Gombault qui va nous dire finalement si on peut fanfaronner ou pas, je suis pas sûr. La question de Figaro.fr, que faites-vous pour surveiller vos enfants sur Internet? Vous nous avez envoyé beaucoup de remarques, beaucoup de recettes, chacun y allait de son conseil. On va confronter vos avis à ceux de Michael Stora, qui est psychologue et psychanalyste, et Christiane Terry, qui est déléguée générale de Famille de France. Ensuite, on parlera de science avec Dominique Leglus. Si vous avez décidé d'aller en vacances à la mer cet été, méfiez-vous, ce sera une année à Méduse en 2008. C'est un phénomène qui se répand de plus en plus, qu'on n'arrive pas à arrêter. Dominique Leglus expliquera pourquoi. Et puis la politique ensuite, avec François Hollande qui revient dans le jeu du Parti Socialiste. Il a publié un article aujourd'hui dans Le Monde où il donne 10 directions pour que les socialistes travaillent pour être éligibles à la présidentielle de 2012. En fait, François Hollande veut-il un ménage ou un duel à 3? Eh bien, c'est ce qu'on posera comme question à Denis Jambard et Denis Sieffert, directeur de la rédaction de Politis, qui seront présents sur ce plateau. Ensuite, je reçois Laurent Cabrol qui vient d'écrire un livre dont tout le monde parle sur le climat. Et si la Terre s'en sortait toute seule, c'est vrai, et si l'homme n'était pas responsable de tout ce qui arrive, la chaleur, les changements de saison, etc. Ça, c'est une théorie très personnelle, on va dire, très polémique et qui n'apprécie pas bien sûr les Verts. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, on a mis un Vert en face de lui, le sénateur Vert de Paris, Jean Desessard, qui lui apportera la contradiction. Dernier coup de fil, Jean-Louis Malice, le secrétaire général de la CFDT, qui nous dira qu'une grève est programmée, avec la CGT d'ailleurs, pour mi-juin, le 17, très exactement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Sonia Mabrouk est là, où est-elle? Elle est là. Bonsoir Sonia. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, Nicolas Sarkozy qui remet ses troupes en ordre de bataille. Dans un contexte politique très troublé dans la majorité où les tensions perdurent, le chef de l'État a réuni aujourd'hui à l'Élysée les sénateurs de l'UMP. Avant la discussion de nouvelles réformes, dont celle des institutions, quel message a-t-il voulu leur faire passer? La réponse des sénateurs au micro de Pierre Bonde-Joseph. Mettez les sénateurs UMP dans un bus, donnez-leur un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy et les langues se délient. L'ensemble de la majorité a besoin d'être entendue, elle est composée de sensibilités diverses, mais on sent effectivement chez les parlementaires la volonté de peser dans le débat. Je trouve qu'il y a beaucoup de chantiers en même temps et moi je suis plutôt de ceux qui aimeraient qu'on mène à bien chaque chantier l'un après l'autre car ça se télescope un peu. Pagaille sur la loi OGM, parité professionnelle votée contre l'avis du gouvernement. En recevant le groupe UMP du Sénat, le président voulait démimer les réformes à venir. Pas question de reproduire les mêmes erreurs comme sur la réforme des institutions. Les sénateurs sont attachés à l'article 49.3. Si on dit on peut l'utiliser qu'une seule fois dans la session, hors projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale, on se demande si c'est pas un peu restrictif. Certaines années, on n'en aura pas besoin, et puis peut-être une autre année, on en aurait besoin de 2 fois, alors qu'on serait coincé. Des réserves, des craintes, parfois comme sur la loi de modernisation de l'économie, le président veut plus de grandes surfaces, les élus locaux craignent pour l'emploi. De mon point de vue, il n'est pas possible de raisonner de la même manière pour les Champs-Élysées, les Hauts-de-Seine, l'Île-de-France très proche de Paris et nos bassins d'emploi de province. Soulagés, requinqués même selon leurs propres mots, le charme semble encore agir, mais jusqu'à quand? Début de réponse avec l'arrivée au Sénat le 10 juin de la réforme constitutionnelle. Présent à la réunion de ce matin à l'Élysée, le sénateur Hubert Haenel a indiqué que Nicolas Sarkozy avait confirmé le maintien du congrès de Versailles quoi qu'il arrive. Contre le gouvernement pour défendre les 35 heures, la CGT et la CFDT n'acceptent pas la version gouvernementale de l'accord sur le temps de travail. Pour François Chérèque, le gouvernement a choisi l'affrontement en organisant la fin effective des 35 heures. Même Laurence Parisot défend la version initiale du projet. Sur Public Sénat, Xavier Bertrand, le ministre du Travail, a répondu aux accusations de provocation et de trahison. On l'écoute. Il faut aussi reconnaître que le dialogue social est le meilleur moyen de faire avancer les choses, mais attention, si nous ne sommes pas d'accord, nous avons aussi une légitimité politique qui doit tenir compte de la légitimité sociale, mais qui nous amène aussi à tenir nos engagements. Sur les 35 heures, nous avions dit, nous garderons la durée légale pour mieux payer les heures supplémentaires, mais nous voulons donner de la souplesse. Enfin, moi je vais vous dire, notre démarche, elle est à 100% pragmatique. Et la CGT et la CFDT ont appelé à une journée d'action et de manifestation le 17 juin pour la défense des retraites et du temps de travail.
La tension monte au sein de la commission Copé sur l'avenir de l'audiovisuel. Les parlementaires PS menacent de claquer la porte de la commission sur la télévision publique. Ils protestent contre le refus du président de la République d'augmenter la redevance télé pour compenser la fin de la publicité à France Télévisions. David Assouline est membre de la commission. On l'écoute. Nous, on ne prendra pas la responsabilité, mais je crois que tous ceux qui sont attachés au service public de l'audiovisuel ne prendront pas la responsabilité de dire il n'y a plus de pub, mais on ne sait pas très bien comment. Il y a des scénarios, on va voir, qui permettront de compenser. C'est, je dis bien, Nicolas Sarkozy qui a démissionné la commission, qui l'a torpillé. Donc voilà, nous, on va prendre nos responsabilités en conséquence. C'est sa première visite en tant que Premier ministre de Russie. Vladimir Poutine est arrivé aujourd'hui en France. Il a rencontré son homologue François Fillon ainsi que Nicolas Sarkozy. Interrogé sur la possibilité d'endiguer la hausse des prix du pétrole, Poutine a invoqué la loi du marché, regrettant dans une boutade que son pays ne fixe pas pour l'instant les cours du brut. Et puis, politique française, François Hollande occupe le terrain. Le premier secrétaire oppose les idées aux ambitions personnelles. Dans un texte confié au Monde, il pose 10 questions pour un congrès réussi. François Hollande appelle le PS à engager une offensive idéologique au moment où les militants devraient sans surprise voter ce soir la déclaration du principe du parti. Catherine Rougerie. Le fond de l'affaire, c'est d'essayer de montrer ce qu'est l'identité du Parti socialiste, comment il juge un peu les décennies passées, un peu l'inventaire du XXe siècle, et puis comment il fait face aux défis du XXIe siècle. Ni projet, ni programme, mais des idées fortes, dans un texte précis et concis qui rassemble, plutôt bienvenu en ces temps de guerre de chefs. À un moment donné où il y a des débats au sein du Parti socialiste, on va entrer dans un congrès avec des textes d'orientation. Il était important de rappeler, c'est la 5e fois depuis un siècle, les grandes orientations du Parti socialiste sur lesquelles tout le monde est d'accord. C'est-à-dire toutes les sensibilités, tout le bureau national à son unanimité a adopté ce texte. Donc ce sont nos valeurs communes qui sont les valeurs de tous les socialistes et là-dessus on est tous d'accord. Les valeurs inscrites dans le marbre, la République sociale. Au même niveau que les droits civils et politiques, le parti reconnaît des droits économiques et sociaux. Autre principe, l'économie sociale et écologique de marché. La déclaration est pour l'économie de marché, mais un marché régulé par la puissance publique et les partenaires sociaux. Elle représente bien tout ce que le Parti socialiste aujourd'hui a porté, les valeurs européennes, le réformisme et le combat écologique. Et je pense que tous ces éléments sont aujourd'hui dans cette déclaration de principe qui a été adoptée à l'unanimité. Et c'est pour ça que je voterai pour. Tous les militants à jour de leur cotisation étaient invités à participer au vote. Les bureaux ont fermé à 22 h. La lutte des sans-papiers se poursuit dans les restaurants parisiens. Orchestré par la CGT, le mouvement de grève des travailleurs sans-papiers prend de l'ampleur, mais avec de plus en plus de tensions entre l'organisation syndicale et les travailleurs sans-papiers. Alors, que se passe-t-il? Alexandra Turpin s'est rendue au bistrot Romain des Champs-Élysées où une trentaine de sans-papiers occupent les locaux. Une trentaine de sans-papiers occupent ce restaurant depuis 10 jours, dans un climat tendu. La CGT affirme que les salariés sont bloqués à l'intérieur par la direction du restaurant. Celle-ci dément et promet qu'elle fait tout pour la régularisation de ses employés. Il y a un blocage de la CGT parce que la CGT surenchérit sur le fait que nous devons régulariser des gens qui ne sont pas ou plus en contrat chez nous. Le blocage, il est là. Pour le syndicat, ce n'est pas de la surenchère, mais la défense de tous les salariés qui ont travaillé là. On a dans cette entreprise à la fois des salariés qui sont sous contrat de travail aujourd'hui, et on en a un certain nombre qui ont été licenciés ces derniers temps pour défaut de titre de séjour. Bon. Donc maintenant, comme ça se passe ailleurs, eh bien, il faut que la direction regarde tranquillement tout ça, et puis qu'elle dise, bon, bah, écoutez, oui, ils ont été licenciés pour défaut de titre de séjour, bah, maintenant on va faire un titre de séjour. Au bistrot Romain, salariés et CGT parlent d'une même voix, ce n'est pas le cas partout. Parmi l'ensemble des sans-papiers, certains critiquent la méthode de la CGT, en particulier à la Bourse du Travail à Paris. Depuis 3 semaines, c'est le quartier général des clandestins. Beaucoup d'entre eux reprochent aux syndicats de se concentrer sur les employés des grandes entreprises, au mépris des petits restaurants. Un sans-papier est égal à un sans-papier. Si on est là pour défendre la cause des sans-papiers, moi je pense que la CGT devrait faire quoi? La CGT devrait défendre la régularisation de tous les sans-papiers. Pas dire que franchement, il faut régulariser une partie des sans-papiers et laisser l'autre partie des sans-papiers. Donc c'est ça qui n'était pas bien fait par rapport à la CGT.
La CGT a obtenu du ministère de l'Immigration de pouvoir centraliser le dépôt des dossiers de régularisation. Elle en a fait parvenir 1000 fin avril. Le syndicat ne veut pas déposer trop de demandes, surtout si les affaires sont complexes. La CGT demande aux sans-papiers d'être patient. On est bien conscient du fait qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui sont dans l'attente. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faudra, à un moment donné, avoir cette réunion, cette discussion avec les gouvernements, encore une fois, de façon pragmatique et pratique. Voilà. Mais moi, je comprends leur impatience. Je veux surtout pas qu'ils soient mis en danger, mais qu'ils s'inquiètent pas, on pense vraiment à eux, quoi. À la Bourse du Travail pourtant, un témoin affirme que le service d'ordre de la CGT aurait tenté d'évacuer les travailleurs clandestins par la force. Et puis on vient de l'apprendre, l'ancien coprésident de ADS, Noël Forgeard, a quitté la brigade financière dans une voiture de police après 34 heures de garde à vue. Il pourrait être présenté à un juge pour une éventuelle mise en examen dans l'affaire des délits d'initiés présumés. C'est le dernier jour du billet d'avion traditionnel. Dès demain, toutes les compagnies aériennes du monde le remplaceront par le billet électronique, une révolution qui représentera une économie de 3 milliards de dollars par an et des bénéfices non négligeables pour l'environnement. Nicolas Béard. Le billet d'avion en papier disparaît. À partir du 1er juin, place au e-ticket. Pour voyager désormais, le numéro de réservation du vol et une pièce d'identité suffiront. Au diable les vieilles habitudes. Directement, nos imprimantes sortiront un billet avec à la fois le voyage lui-même donnant des informations sur les horaires et les convocations, et ensuite un billet électronique qui sera visé au moment de l'embarquement. Même si vous vous présentez à un comptoir d'enregistrement sans votre billet, on va retrouver trace de votre réservation. Donc à la rigueur, si vous l'avez oublié, c'est pas trop grave. À compter de dimanche, le e-ticket sera un impératif pour les 240 compagnies de l'Association internationale des transports aériens. Il est déjà largement utilisé par la plupart des agences de voyage et la simplification a fait ses preuves. Quand un client perd son billet, on peut le ressortir en 30 secondes. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait faire une demande de remboursement. Donc là, avec les billets électroniques, on peut les ressortir autant de fois qu'on veut, sans frais supplémentaires. Avant, il fallait des fois envoyer 3 fois le coursier dans la même journée parce que le client modifiait son billet. Maintenant, avec les billets électroniques, on peut modifier, revalider, et on n'a plus besoin d'envoyer le coursier. Moins de coûts pour tout le monde donc, et moins de papier. La mesure est écologique, elle devrait permettre de préserver 50 000 arbres par an. C'est la fin de ce journal, je vous laisse en très bonne compagnie avec Pierre Sled et ses invités. De bons chiffres pour le chômage qui reprend sa baisse en avril, moins 0,4% sur un an, la baisse est significative, moins 5,7%, et pourtant, c'est toujours le chômage qui mine le moral des Français. Curieux paradoxe qu'analyse ce soir notre spécialiste Jean-Louis Gombaud sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir mon cher Jean-Louis. Bonsoir mon cher Alors, Pierre. Nicolas Sarkozy a laissé entendre, on a parlé il y a 2 jours sur RTL, dans son interview à un moment donné, que les chiffres du chômage pour avril allaient être bons, voire très bons même. C'est ce qu'on avait cru comprendre. Ça y est, on les a ces chiffres, ils sont pas mal, hein, c'est vrai, c'est moins 0,4, ça fait que moins 8400 demandeurs d'emploi de moins, et on passe sous la barre des moins de 1 900 000. Hein. 1 860 000, donc. Voilà, nous sommes d'accord. Donc la question c'est, est-ce que c'est vraiment la baisse du chômage qui se poursuit, ou est-ce qu'il faut quand même pondérer, regarder ce qui s'est passé, notamment les 3-4 derniers mois, pour avoir vraiment une bonne idée de ce qui se passe? Alors si vous voulez, pour résumer, on dirait que c'est comme avant, parce que ça baisse comme avant, mais c'est plus comme avant parce que c'est pas du tout le même rythme, si vous voulez. Avant, c'était quoi? Vous faites le blasé, là. Voilà, non, il y avait 4 mois de baisse, 1 mois de hausse. Puis après, 5 mois de baisse, 1 mois de hausse. Et là, qu'est-ce qu'on a? En janvier, on a donc eu plus 13 000. Au mois de février, on a eu moins 13 000 et quelque chose. Au mois de mars, on a eu plus 8200 et ce mois-ci, on a moins 8400. Ce qui fait que, si vous voulez, entre janvier et avril, vous avez 700 chômeurs 700 chômeurs de moins, alors que entre janvier et avril de l'année dernière, vous aviez 7500 chômeurs de moins. Donc vous avez toujours une poursuite de la baisse, mais vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans le même rythme, dans la même cadence. Cela dit, sur un an, effectivement, vous avez moins 5% de chômeurs, et évidemment, on revient de loin quand on regarde la mi-2005, quand on était à 2 500 000 chômeurs, et qu'aujourd'hui, on est à 1 860 000, mais
ce n'est plus la même ambiance. D'accord, mais alors vous dites qu'un coup ça monte, un coup ça baisse, un coup ça monte, un coup ça baisse. Est-ce que ça c'est le rythme de 2008? Est-ce qu'on va connaître ça jusqu'à la fin de l'année? Alors, si vous voulez, ce qui est prévu, c'est le ralentissement de la baisse, mais ce qui est prévu aussi, c'est la poursuite de la baisse. Tout simplement parce que l'économie française continue à créer des emplois, mais elle en crée nettement moins qu'elle n'en créait auparavant. Vous aviez quand même 350 000 emplois créés en 2007, vous en aurez 220 000 à peu près en 2008. Donc il y aura toujours, normalement, sauf accident grave, bien entendu, vous aurez toujours un repli et les 7,5% de taux de chômage qui devraient être confirmés en juin viendront de toute façon, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, ce que vous disiez, j'ai l'air blasé un petit peu, mais l'opinion publique elle-même commence à être blasée. Et vous avez un ralentissement de la conjoncture qui est incontestable. Aujourd'hui, les chiffres du mois de mai du chômage en Allemagne ont montré là aussi une très nette décélération, donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Alors pour parler de ces chiffres, est-ce que ces chiffres réduisent, et en quoi elles réduisent la marge de manœuvre du gouvernement? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait un problème, le gouvernement regardez, le chômage baisse. Voilà, exactement. Vous aviez des réformes difficiles, oui, mais regardez le chômage. Le pouvoir d'achat, c'est pas une très grande réussite, oui, mais regardez le chômage. Donc vous aviez toujours, vous avez toujours cette carte maîtresse qui était cette affaire du chômage. Et cette carte n'est pas usée, mais elle va être moins facile pour la pratiquer. Le dernier événement en date, c'est ce qui se passe en ce moment sur les 35 heures. Vous savez que Xavier Bertrand a déposé son projet de loi pour libéraliser complètement le contingent des heures supplémentaires. Bon, quand vous êtes en grande période de chômage, vous dites c'est pas un problème de faire plus d'heures supplémentaires aux gens. Regardez, le chômage baisse. Et là, évidemment, vous renforcez, les statistiques vont un petit peu renforcer le camp de ceux qui disent, faut surtout pas faire ça, parce qu'il y a des gens qui attendent et qui veulent trouver du travail. Donc, le fait que le chômage continuera à baisser, mais beaucoup plus lentement, ce fait-là va, si vous voulez, diminuer la force d'argumentation du gouvernement sur sa politique économique. Merci beaucoup Jean-Louis. On se donne rendez-vous lundi. On va passer maintenant à la question du Figaro.fr aujourd'hui. Que faites-vous pour surveiller vos enfants sur Internet? On connaît les pièges. Les enfants face à Internet et ses dérives pornographiques ou pédophiles, la secrétaire d'État à la famille veut réagir et donner des compétences nouvelles au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Vœux pieux ou perspective de réelles possibilités de contrôle, c'est le débat de Bouge la France avec, aux côtés de Pierre Sède, le psychanalyste Michael Stora et Christiane Thierry, délégué général de la Fédération Famille de France. Bonsoir à tous les deux. Je profite pour montrer votre livre, Michael Stora, Les écrans, ça rend accro. Ça fait partie du débat que vous allez mener. C'est vrai que on en a parlé il y a une semaine. On va revenir aussi sur cette expérience près de Strasbourg. Mais avant tout, vous étiez avec Nadine Morano en Angleterre. On a l'impression que les Anglais sont beaucoup plus performants que nous dans cette lutte sur les dangers d'Internet. Qu'est-ce qu'ils font de plus que nous ? Je dirais que par rapport à notre action au niveau de Famille de France, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un peu la même chose que nous dans tout ce processus, cette recherche et ce constat au niveau à la fois de la télévision, à la fois du jeu vidéo ultra violent et à la fois de l'Internet et tous les jeux qui sont sur Internet surtout. Oui, alors on a l'impression simplement qu'Internet se développant, ça devient de toute façon de plus en plus difficile de contrôler quoi que ce soit. Est-ce que c'est un combat qui est perdu d'avance, quoi ? Non, c'est pas un combat qui est perdu d'avance. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve avec un décalage, avec des parents qui découvrent l'Internet et des enfants qui naissent avec l'Internet. Donc, je crois que nous allons avoir une ou deux générations où, effectivement, il va falloir se comprendre, essayer de s'accorder, essayer aussi que les parents se rendent compte de toute la démarche qui doit être à faire. Et aujourd'hui, les parents, ils peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir et ils ne peuvent c'est pas leur génération, la plupart du bien temps, entendu. tout simplement. Et alors que les enfants, eux, ils ont un doigté là-dessus. Et voilà. Beaucoup plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Michael Stora? La solution de dire, faut tout fliquer sur Internet, faut interdire au maximum, faut être derrière les enfants, faut mettre des verrous partout. Parce que dans les propositions qui ont été faites par les internautes, il y a des choses comme ça. Il faut tout serrer, quoi.
Oui. Écoutez, moi je trouve que c'est un peu excessif, évidemment. Alors je suis vraiment agréablement surpris de cette réaction, c'est-à-dire au fond de se dire que c'est un nouvel enjeu d'autorité parentale, que finalement tout ça se fait à l'intérieur de la famille et que finalement il y a eu un sondage qui montrait que 76% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants sur Internet. Donc c'est plutôt ça, moi, qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il y a finalement, d'une certaine manière, peut-être dû à ce fossé générationnel, une incompréhension. L'idée d'un combat me gêne aussi parce que ça voudrait dire que Internet serait un ennemi. Ou que les écrans, d'une manière générale, seraient des ennemis. Pas du tout. Il y a, au contraire, maintenant, interdire à un enfant l'accès à Internet n'est pas lui rendre service. Oui. Non, mais sans parler d'ennemis, on sait tous très bien que c'est un terrain dangereux, piégeux. Ben écoutez, on va dire que justement, alors moi j'ai beaucoup réfléchi au type d'enfants qui pourraient prendre des risques, par exemple sur Internet. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est justement à chaque fois dû à peut-être des problématiques qui n'ont plus rien à voir avec Internet. Internet est un révélateur d'une certaine manière, aussi bien par rapport aux problématiques d'addiction, c'est-à-dire que c'est pas l'objet en lui-même qui crée l'addiction. Pour reprendre une sorte de fameuse pub sans citer la marque, ce n'est pas plus fort que toi. C'est-à-dire que l'être humain reste finalement plus fort que la machine. Et j'ai encore un de mes jeunes patients qui m'a dit « j'ai eu la capacité à pouvoir me sortir d'un monde dans lequel il était un petit peu addict ». Donc je pense que il y a en effet une fascination. Moi, je vois dans Internet, paradoxalement, une culture totalement émergente, fascinante, qui peut en même temps amener le pire comme le meilleur, mais aussi... Ouais. Bah oui, non, mais évidemment. Mais alors, le débat, c'est donc de se dire, pour obtenir le meilleur, et c'est vrai, c'est une terre d'expression, d'échange formidable. Mais est-ce que pour avoir ça, pour obtenir ça, il faut accepter le pire pour autant? Moi, ce que je dis, c'est comme il y a ce... Fossé est peut-être un mot un peu fort, mais il y a quand même ce fossé, disons, entre cette génération qui naît avec l'Internet et cette génération qui est la mienne, où il a fallu apprendre, découvrir, etc. Eh bien, je dis en attendant, aujourd'hui, Internet, très vite, ça engage, et c'est fantastique. C'est fantastique, le monde virtuel, etc. L'année dernière, nous avons mené une action contre Second Life. C'était pas Second Life dans son ensemble. C'était pas le problème. Sauf que les chemins de ce monde virtuel qui était assez intéressant et passionnant entraînaient et risquaient d'entraîner les enfants dans un monde qui était un monde dangereux pour pour eux du moins. Et encore, on parle de Second Life, mais il y a tous les sites suicidaires, etc. Bien entendu. Donc je dis en attendant, on a besoin de filtres et nous sommes parfaitement d'accord avec Madame Morano. En attendant, il va falloir que les fournisseurs d'accès fassent des contrôles, obligent à certains blocages parce que la démarche éducative, autant au niveau de l'enfant que du parent, n'est pas faite actuellement. Donc on est obligé de protéger. Et c'est normal, et on est content que l'État le fasse. Ça, on va dire que c'est de la répression, c'est du blocage. C'est l'une des pièces pour justement essayer d'améliorer les choses. J'imagine que c'est pas la seule, mais quelle est l'autre piste? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'éducation, ça se passe comment? Alors écoutez, moi j'entends ces phrases qui en effet évoquent d'une certaine manière quelque chose, par exemple les blogs qui évoquent le suicide. Je travaille maintenant depuis à peu près une année sur Skyblog, je suis le consultant psy pour Skyblog, je fais un vrai travail d'expertise. C'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine, c'est-à-dire qu'au fond, par exemple une adolescente va évoquer son suicide, son désir de suicide avec une force littéraire. Lorsque je lui envoie un mail pour avoir sa réaction, elle va me répondre « Mais vous savez, ce blog m'a ramené 5000 clics et 400 commentaires. » Par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'audimat affectif et intime, à l'image, pourquoi pas, de ce qu'on voit à la télé, qui va, avec des images sensationnelles, lui permettre d'avoir une forme de reconnaissance. C'est l'écran réalité. C'est l'écran réalité. D'autres vont évoquer que finalement, n'ayant pas la capacité de le dire verbalement, l'écriture va avoir une fonction cathartique. Alors ça veut dire quoi? C'est que l'adolescence est une période complexe. Les blogs, par exemple, sont un formidable outil de créativité. Moi, je suis très inquiet lorsque Madame Bachelot veut faire passer une loi par rapport au site Prohana, ne sachant pas exactement ce qu'elle entend précisément, parce qu'une adolescente qui va évoquer sa fascination pour les corps maigres, est-ce qu'elle est ou non... Il faut rappeler que c'est le site qui vante l'anorexie. Tout à fait, pardon, qui vante l'anorexie. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'elle évoque sa fascination pour des mannequins, est-ce qu'on est dans une problématique Prohana? Est-ce qu'il n'est pas possible aussi de pouvoir avoir un lieu d'expression
avec une forme de liberté. Je suis pour des cadres, je pense qu'il faut des cadres. Ce que je pense, c'est que Madame Morano a une tendance à peut-être se poser les mauvaises questions. Comme quoi, par exemple ? Eh ben justement, d'être avant tout dans l'interdit, c'est-à-dire de penser que l'objet en lui-même serait source de diabolisation. Ce que je pense, c'est que oui, vous l'avez évoqué, Madame, c'est-à-dire que là où les choses deviennent compliquées, c'est qu'il y a un échange entre les parents et les enfants qui doivent se faire. Il faut que les parents eux-mêmes fassent l'effort de mieux comprendre cette culture. Donc la base de notre réflexion, c'est il faut former les parents à ça, avant tout. Il y a une éducation évidemment à faire donc auprès des parents. Donc en fait, il ne faut pas s'occuper des enfants, il faut s'occuper d'abord des parents. Je pense, voilà, oui. Et c'est ça la difficulté. Alors quand vous dites, je suis pas d'accord, je suis pas là pour défendre Madame Morano, mais je pense que Madame Morano c'est aussi une mère de famille. Et je crois que c'est ça qui a fait sa sensibilité et qu'elle s'est vraiment rendue compte que et ce qu'elle veut, c'est pas faire du blocage, je crois. Ce qu'elle veut, enfin moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle voulait protéger d'abord, à la fois protéger ses enfants, enfin pas les siens particulièrement, mais les enfants, et à la fois aider les parents, et c'est-à-dire leur faire prendre conscience de leurs devoirs. Mais aujourd'hui, vous connaissez mieux que moi l'agilité des adolescents sur l'Internet, et vous savez mieux que moi que les parents, on peut pas être derrière nos enfants à regarder ce qu'il fait, et que le temps que vous arriviez dans la chambre, si hélas les ordinateurs sont dans la chambre, un clic et c'est terminé, on voit rien. C'est terminé, on voit rien. Moi j'aimerais bien avoir votre sentiment, parce que j'ai lu les choses que vous avez dites et écrites sur le fait que les enfants finalement étaient capables de sélectionner eux-mêmes. C'est vrai qu'ils étaient confrontés sur Internet à des images parfois violentes, parfois ultrasexuelles, etc. Mais qu'au bout d'un moment, ils faisaient la part des choses. Oui, et d'ailleurs, étonnamment, certains sondages nous le montrent. J'ai en tête, par exemple, par rapport à la pornographie, finalement, depuis 30 ans, l'âge du premier rapport sexuel n'a quasiment pas bougé. Ça veut dire qu'étonnamment, les adolescents restent... Chez les garçons, c'est vrai, ça a diminué très peu. Chez les filles, on est passé de plus de 20 à 10, de 20,5 à 17,8. Il y a quand même eu, il y a 3 ans de moins. J'ai peut-être pas les mêmes chiffres, mais moi, ce que j'ai perçu, c'est que l'âge du premier rapport sexuel. Alors, moi, je trouve ça pas mal, paradoxalement, que, d'une certaine manière, les adolescentes soient moins élevées dans une forme de culpabilité. On rentre dans un autre type de débat, mais de se dire que maintenant, les adolescentes, oui, ont une forme d'affranchissement par rapport à une forme de liberté sexuelle, mais qui n'empêche pas la question de l'amour. J'ai envie de dire, puisque je travaille moi-même avec des adolescents, je peux vous dire qu'étonnamment, alors qu'ils sont gavés peut-être d'images pornographiques, il y a un romantisme chez les adolescents que je repère toujours. Maintenant, je crois qu'il est important, à partir de ce moment-là, de ne pas chercher à imaginer que cet objet-là serait à la source de dérives. Ce qui est vrai, c'est que oui, il y a évidemment des dérives, il y a évidemment une manière d'envisager ces objets-là comme des objets qui seraient à la source. Mon travail de psychologue montre que d'une certaine manière, et peut-être en me dégageant d'une forme d'affectivité, quand vous dites que Madame Morano est mère de famille et donc elle veut protéger ses enfants ou les enfants, je pense que c'est une démarche qui n'est pas forcément celle d'une femme politique, parce que justement la dimension affective parfois nous empêche de percevoir autre chose. Ce qui me gêne, c'est que lorsqu'on veut mettre autant de contrôle et de filtres, moi qui travaille par exemple pour Fil Santé Jeune, ça veut dire que par exemple les adolescents ne pourront plus dire certains mots parce que ces mots-là seront interdits. Le problème, c'est que dire certains mots qui sont censés être tabous est pourtant essentiel à certains moments. Là où c'est perturbant pour les adultes, c'est que ça se voit. Parce qu'il faut savoir juste, je me permets de dire une dernière chose, c'est que alors que les parents sont devant la télé, les adolescents de 15-25 sont devant l'ordinateur. L'ordinateur représente une forme de nouvelle forme de contre-culture, d'une forme d'image idéale. Donc ce que vous dites, par exemple, pour en revenir à cette expérience là qui était faite dans une école près de Strasbourg, pas d'écran pendant 10 jours, et tous les écrans, c'est-à-dire de la PlayStation à l'écran d'ordinateur, à la télé, etc. Pour vous, c'est pas une respiration dans le monde des enfants? Non, c'est-à-dire que justement, alors c'est intéressant parce que j'ai suivi un peu puisqu'on est à la fin de l'étude, et les parents disant, eh ben écoutez, c'est génial parce que grâce à cette étude, grâce à cet interdit, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire autre chose. Ce qui m'inquiète, c'est que d'une certaine manière, les gens aient besoin qu'on leur interdise pour se rendre compte qu'ils peuvent faire autre chose. J'ai un idéal d'imaginer, premièrement, que c'est pas l'éducation nationale de dire aux parents ce qu'ils doivent faire au sein de leur famille. Mais dans l'absolu, je vous demanderai, Christiane Thierry, dans l'absolu, est-ce que c'est bien, je sais pas, une fois tous les 2 mois, de dire aux enfants, pendant une semaine, blackout total, pas de télé, pas d'écran, rien du tout?
Moi, ce que je crois, c'est que on cherche des aux recettes, enfants, on essaie de répondre à la question. C'est que, et nous, ce que nous défendons à Famille de France, c'est cette éducation à l'image. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est éduqué à vouloir regarder et comment on regarde. Que ce soit la télévision, que ce soit Internet, que ce soit tout ce que vous voulez. Et je crois qu'il faut impérativement, que ce soit dans les familles, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit dans tous les niveaux, même du travail, etc., on ait ce sentiment, cette possibilité de s'éduquer à cette image. Aujourd'hui, il n'y a que les gens comme vous, les gens de la télévision, qui ont cette facilité-là. Ça n'est pas au niveau des familles. Un petit côté conquête de l'Ouest où tout est permis et on explore. Et du coup, il n'y a pas de règles, on n'a pas de repères. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que, prenons l'exemple de l'école. À l'école, les enfants ont Internet, la possibilité d'avoir accès à Internet. Sauf qu'ils ont la possibilité d'avoir, ils ont des filtres, ils ont certains barrages. Pourquoi leur mettre des barrages? Eh bien, on leur met des barrages et on fait cet interdit. Alors qu'on les éduquerait à l'image. Ça ferait quoi? Ça ferait que ces enfants eux-mêmes sauraient ne pas aller sur un site parce qu'ils se diraient bon, maintenant je sais que si je vais là, ou alors ils y vont sciemment, ça c'est comme l'adulte, et à ce moment-là on voit vers le danger, hein, c'est le passage protégé, que vous ne prenez pas, etc. Donc à partir de ce moment-là, les enfants seraient éduqués, mais aussi les parents, on pourrait nous, pas Famille de France, mais je veux dire, on va pas éduquer la France entière, mais éduquer à cette image, à cette sensibilité, et là on pourrait arriver à des choses, des résultats, et bien sûr il y aurait pas. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous on est pour les filtres parce que on n'a pas tout ça. D'accord, les filtres, très bien. On essaie de trouver des recettes. Hein. La question c'est que faites-vous pour surveiller les enfants sur Internet? Il y a des logiciels de contrôle parental, mais franchement, je suis pas sûr que beaucoup de parents sont au courant de ça, où ça se trouve, quels sont ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons, comment ça marche, ne serait-ce qu'une information, et là on n'est pas dans la répression, on est dans l'information. Absolument, mais alors je vais vous dire, les filtres, actuellement, ceux qui sont sur le marché, avant que les parents sachent qu'ils existent, les enfants les ont déjà contournés. Donc, non. Oui, non, ça marche pas. Donc. Non, ça ne marche pas. Il faut aller un peu plus loin. Je vous donne la parole. Les fournisseurs un internaute qui dit: le mieux, c'est de pas tenter les enfants. Aucun ordinateur dans la maison. Établir une règle. Non, un seul ordinateur dans la maison. Établir une règle pour les enfants. Pas d'internet pendant les périodes de cours. Une autorisation de jouer 2 heures. Bon. Oui, moi je trouve ça intéressant. Jusqu'à l'adolescence, les parents restent le premier des guides. La parole de ce parent va permettre à l'enfant de mieux saisir. Moi, à l'inverse, je suis pas totalement d'accord parce que je pense... Créer le besoin, c'est pas forcément... Oui, alors non, je voulais réagir à cette question que les parents auraient finalement un regard plus mature sur les images. Moi, je pense que malheureusement non. J'avais lu ce fameux sondage qui m'avait vraiment surpris de Médiamétrie il y a 5 ans. Plus de 90% des plus de 35 ans pensent que ce que dit le journal de TF1 est vrai. Oui. Je trouve ça assez inquiétant. Je pense que paradoxalement, les parents ont un rapport quasi païen aux images. Ils croient de plus en plus à ce qu'ils voient et non plus à ce qu'ils pensent. Les enfants, un enfant de 10 ans qui sait utiliser Photoshop a un rapport étonnamment plus mature, d'après moi, que ses propres parents. Le multimédia est une manière de s'approprier les images. Quand vous allez sur les blogs, etc., ce qui choque les parents, parce que c'est des images parfois inquiétantes, d'une certaine manière, ils sont en train totalement de reproduire ce qu'on voit au JT, etc. Ça veut dire véritablement que Internet est une manière paradoxale de s'approprier les images. J'ai moi-même travaillé sur l'impact des images violentes sur la télé. Et je peux vous dire qu'étonnamment, les enfants avaient repéré des choses que nous, adultes, n'avions pas repérées. Je pense que les enfants, à l'heure actuelle, nés avec les ordinateurs, le geste interactif, ont un rapport plus mature. Je pense que c'est les parents qui ont peur des images. Et à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, ils vont évidemment avoir peur. La peur, malheureusement, empêche de penser. C'est ça le souci. Donc, il faut essayer de comprendre, mon travail en tant que psychologue, c'est d'essayer de comprendre les sources de cette peur que vous avez évoqué à travers ce fameux fossé générationnel, puisque beaucoup de parents n'ont pas connu le jeu vidéo, par exemple, comme jouet dans leur propre enfance. Je termine sur toujours les conseils, les recettes qu'on peut donner. Est-ce que on peut concevoir, justement, de la même façon que sur les nouveaux postes de télévision, il y a la TNT qui est incluse, qu'on le veuille ou non, après on n'est pas obligé de la prendre, mais enfin, elle est là. Est-ce qu'on peut concevoir que les nouveaux ordinateurs, tout ordinateur qui sera vendu à partir de maintenant, et à l'intérieur de lui-même, ses contrôles parentaux, des solutions, des filtres, etc. Oui, bah ça,
c'est des choses qui vont arriver, bien entendu. Bah oui, moi je suis surpris que vous vous battiez pas plus là-dessus. Bah, je trouve ça essentiel, non? Non, mais ça va. C'est quelque chose qui arrivera demain. Vous n'avez pas l'air de trouver ça très efficace. Moi, je sais pas. Je trouve ça primordial. Mais parce que très rapidement, je reste persuadée que les enfants, au jour d'aujourd'hui, ce qui est sur le marché, ils le contournent. Oui. Parce que l'adolescent... Je me sens un peu fataliste quand même. C'est pour ça que quand je vous posais la question tout à l'heure, je disais, est-ce que le combat est perdu d'avance? Mais là, je vous écoute, vous avez un peu l'air de dire ça quand même. Non, je vous ai pas dit que le combat... Non, je vous ai pas dit que le combat, il était perdu, parce que d'une part, aujourd'hui, on espère que Madame Morano sera une de nos alliées et jusqu'au bout. C'est quand même la première fois. Je vous signale que Famille de France est engagée dans cette histoire, voilà, maintenant pratiquement une dizaine d'années, et que personne ne nous a écoutés. Il y a eu même la loi de prévention de la délinquance, et qu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive même pas à imaginer qu'il y ait une haute autorité pour faire certains contrôles, etc. Donc ça prouve que, on espère effectivement que ça va marcher avec Madame Morano. Très bien, merci beaucoup, espérons donc. Merci beaucoup à tous les deux. On va enchaîner maintenant, je ne sais pas si vous avez l'intention d'aller à la mer cet été autour de la France, mais méfiez-vous, ce sera une année à Méduse. Et oui, 2008 sera-t-elle l'année des méduses, car elles se multiplient dans toutes les mers du monde, ces bestioles translucides à tentacules qui irritent et fascinent à la fois. La méduse reste mystérieuse, elle le sera moins pour vous ce soir, grâce à Dominique Leglu. C'est l'heure de la science sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors c'est vrai, en plus les méduses ça pique, enfin du moins certaines d'entre elles. Et moi je me souviens d'une nouvelle d'Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, qui s'appelle La crinière du lion, où il y a une méduse mortelle qui tue les gens. C'est vrai, ça arrive? Ah bah oui, vous êtes jamais allé en Australie? Les cubes... Si. Les cubes aux méduses, il vaut mieux les éviter. Elles ont tué, je crois, 70 personnes en 100 ans. Oui. On sait les éviter, on met un filet. Enfin, elles sont mortelles, oui. Bon, chez nous, ça fait mal. Mais c'est pas mortel, mais ça fait mal, oui. Je confirme. Il y a combien? Il y a au moins 1000 espèces de méduses. Alors, avant de parler de la prolifération, etc., il faut avoir quoi pour être méduse dans la vie? Qu'est-ce qu'il faut présenter comme, comme particularité? Déjà, il faut en gros être apparu il y a environ 500 millions d'années. Et puis, il faut avoir le droit de répondre au doux nom de cnidaire. Cnidaire, ça vient du grec, vous en seriez douté, ça veut dire urticant. Et effectivement, il y a environ 1 millier, qu'on a décrit. Vous savez, il y a encore des choses dans les abysses qu'on ignore. 1 millier de ces bestioles très gélatineuses, très fines, qui passent leur temps en fait à filtrer l'eau. Alors effectivement, vous avez les très mortelles. Vous en avez des énormes. Alors celles-là, elles ont un nom que j'ai passé la soirée à répéter. Nomipelima nomurai. Pas mal. Oui, vous la trouvez au large des côtes japonaises. Elle fait 200 kilos, 2 mètres de diamètre. Quand vous voyez faut pas tomber dessus celle-là non plus. Non, vous tombez plutôt dedans. Quand vous voyez le plongeur en dessous, ça écoutez, oui, ça a quand même des tentacules, mais enfin ça tue pas. Vous avez des photos de plongeurs. Tue pas tout de suite. Voilà. Mais quand il y en a des centaines de millions, c'est embêtant, et pas seulement pour les humains, pour les poissons. D'accord. Alors, comment vous expliquez cette prolifération des méduses? Alors, écoutez, moi, je suis allé consulter plutôt les scientifiques. Je l'explique pas personnellement. Il y a au moins 3 raisons. D'abord, la surpêche. Ça veut dire que les prédateurs, ceux qui mangent les méduses, ont été mangés par les hommes. Par exemple, les thons, les tortues qui vont pas très bien, les poissons-lunes. Donc, moins de prédateurs, plus de méduses. Mais il peut y avoir aussi, évidemment, la question du réchauffement climatique. Dont on va parler tout à l'heure avec Laurent Cabral. Oui. À la fin de l'émission. Par exemple, en Méditerranée, on se rend compte que les eaux refroidissent moins qu'avant. Donc, ça veut dire que les méduses qu'on connaissait chaque été, en fait, ne disparaissent pas autant qu'avant. Elles blooment, ça c'est le mot anglais qui veut dire fleurissement. Et ça dure longtemps une méduse? Oh oui, ça peut durer très longtemps, mais ça finit par s'échouer. C'est aussi ça qui est très embêtant, c'est que ça se rapproche des côtes, puisque ça suit les courants. Effectivement, ça peut vivre un certain temps. Vous avez aussi, ça c'est très important, outre le réchauffement climatique et la surpêche, vous avez la pollution. Parce que nous déversons
des restes, des résidus agricoles, des résidus industriels. Ça provoque ce qu'on appelle, alors ça c'est un mot encore un peu compliqué, eutrophisation. En clair, ça veut dire que ça met des algues partout, moins d'oxygène. Les poissons, soit ils désertent les lieux, soit ils meurent. Mais les méduses, elles, oui. Voilà. D'ailleurs, comme disent les écologistes, ou en tout cas les écologues, ceux qui s'occupent des écosystèmes, vous décelez la qualité de l'eau si les méduses y sont ou pas. Eh ben, elles y sont. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer tout ça? Ah ben ça c'est la question à $1000. Hein. Peut-être pas grand-chose, sauf à lutter contre la pollution, le réchauffement climatique, ça va prendre du temps. En revanche, peut-être qu'on pourrait les utiliser à notre profit. Par exemple, comme elles sont pleines d'eau, c'est 95% d'eau la méduse. Vous pourriez peut-être la mettre dans vos champs où elle déverserait son eau. Bon, elle pourrirait, mais ça sentirait peut-être pas pire que du fumier. Vous savez, dans son dernier livre, c'est pas son dernier livre, mais Éric Orsena, en parlant de son livre sur le coton, il montre justement comment on peut utiliser les méduses, pas du tout pour traiter le coton, mais en utilisant l'aspect gélatineux, etc. On le mélange, on arrive à en faire une poudre, et lorsqu'on le saupoudre sur les champs, les champs où il y a la guerre, dans des pays qui sont en guerre, eh bien, on arrive la nuit à détecter les mines antipersonnelles qui sont dans le sol. Formidable. Voilà, ça peut servir à ça. Bah, par exemple, ça peut aussi servir dans les cosmétiques. Et alors, évidemment, ça, c'est plutôt les Asiatiques qui ont ce petit penchant. Peut-être qu'on pourrait les manger en faisant un ragoût de méduse. Oui. Mais enfin, nous, il va falloir qu'on travaille à la question. Hein. D'accord. Alors, 2008, pour résumer, parce que tous ceux qui vont partir en vacances en France, à la mer, c'est pas terrible. Ben non. Pourquoi? En Méditerranée, je peux vous dire, j'ai une amie qui y est en ce moment et il y en a déjà beaucoup. Ah d'accord. Oui, c'est pas... Ben oui, c'est pour de vrai. Bon, bah écoutez, faites attention, puisqu'on peut rien faire. Oui, il faut les éviter. Bon, je voulais montrer quand même dans Science et Avenir, c'est le dossier justement pollution Méditerranée, le retour des méduses. Voilà. Merci beaucoup Dominique Leglu. Attention, nous on va parler du retour de qui? De François Hollande. On est entré dans la politique maintenant. Les 10 commandements de François Hollande ce soir dans le quotidien Le Monde, une vraie feuille de route pour le futur congrès socialiste où on le sait, les candidatures et les ambitions se bousculent avec en arrière-fond la rivalité royale de la Noé. Le retour du premier secrétaire va nourrir l'appétit de nos invités. Notre chroniqueur Denis Jambard et à ses côtés, Denis Siffer, directeur de la rédaction de la revue Politis. Bonsoir messieurs. Bonsoir Pierre. C'est Denis qui aura raison de toute façon ce soir. Donc vous avez tous lu cet article de François Hollande, effectivement, qui revient sur la préparation qui doit être celle du PS dans les mois qui vont venir, en se plaçant comme source de propositions, avec 10 thèmes notamment qui sont dégagés. La question, avant de rentrer sur le fond, est-ce que vous avez l'impression qu'il fait le constat que les quadras, Drey, Moscovici, Valls, etc., ils ont raté leur coup et qu'on aura un duel forcément entre Royal et Delanoë et qu'ils s'invitent dans ce duel? Est-ce que c'est ça que vous ressentez? Oui, il s'invite dans ce duel et en même temps il pratique une figure assez classique, disons, dans l'histoire du Parti socialiste, qui est un peu l'art du contretemps, puisque on a l'impression que il dit à son successeur, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, ce qu'il conviendra de faire, alors qu'il sort de 10 années quand même de gouvernement du Parti socialiste. On s'étonne un peu que d'un seul coup ces propositions fleurissent si tard, trop tard pour lui. Alors je ne sais pas à qui il donne le conseil, probablement à tous ces candidats potentiels. Je pense qu'il a quand même comme idée en effet que ça va se jouer entre les deux dont on a beaucoup parlé ces temps derniers, Ségolène Royal et Bertrand Delanoë. Alors je montre aussi Politis, qui paraît tous les jeudis. Finalement c'est un petit peu ça que vous faites, le débat, c'est trouver des idées pour une alternative à gauche. Et donc c'est vrai que c'est ce dont le PS et la gauche de manière générale a le plus besoin aujourd'hui. Denis Jambard, parlons de cette arrivée, ce retour de François Hollande. Vous pensez que c'est plutôt stratégique, plutôt vraiment de la politique politicienne avant des propositions? Moi, je crois qu'il faut partir du principe que François Hollande veut être candidat à l'élection présidentielle en 2012. Il faut décrypter tout ce qui se passe au Parti socialiste
en fonction de ça. C'est le bal des ambitions. Et donc, François... Et des ambitieux. Mais ça, c'est assez légitime, d'ailleurs, l'ambition, il faut bien dire, en politique. Et d'ailleurs, il y a une phrase, dont je vais la lire, hein. J'estime que c'est fin 2010 que le choix devra se faire et que d'ici là, c'est un travail collectif que nous devons mener sur le projet et sur les modalités du rassemblement. Donc, en fait... C'est un extraordinaire tacticien, hein, François Hollande. Il a laissé partir les deux favoris et il a laissé s'installer la division. Il faut jamais oublier que c'est lui qui a voulu que ce congrès arrive simplement à l'automne 2008. C'est lui qui a refusé que le travail... On sait pourquoi aussi. C'est lui qui a voulu aussi que le travail de rénovation ne soit pas entrepris tout de suite. Pourquoi ? Parce que ce merveilleux tacticien s'est dit, je vais créer un très grand désordre, et le seul rassembleur dans tout ça, ça sera moi. Voilà, le seul recours, ça sera moi. D'abord, il pourra dire, regardez, pendant 10 ans, on peut en effet lui objecter, pourquoi vous n'avez pas fait tout ce que vous êtes en train de proposer? Vous avez perdu 10 ans. Mais il rétorquera, oui, mais moi j'ai tenu le Parti socialiste rassemblé. Donc l'idée qu'il a en tête, c'est je suis l'homme du rassemblement et je vais laisser le désordre s'installer. Et moi je crois en revanche il espère que ni Delanoë ni Ségolène Royal ne seront premiers secrétaires. Diviser pour régner. Divisé pour s'imposer en 2010. Il y en aura bien un premier secrétaire là. Moi je pense qu'il parie sur des quadras qui en fait sont plutôt des quinquas, hein, il faut quand même le rappeler. Moi j'ai interprété ça un petit peu différemment, vous allez nous dire ce que vous en pensez, parce qu'il parle de la situation de vaincre en 2012, donc effectivement il fait référence continuellement à 2012, et de se mettre au clair, je le cite, sur le projet, la stratégie, les rôles respectifs du parti et du candidat. Il dissocie donc bien les deux. L'air de dire, de toute façon, quelle que soit la personne qui sera à la tête du parti, ce qui est important, c'est celui qui sera le candidat en 2012. Absolument, alors, mais on retombe dans ce calcul. Je suis en partie d'accord avec ce que vient de dire Denis Jean-Marc, c'est qu'effectivement, il y a l'obsession de la candidature qui est à fleur de peau, hein. Je suis plus réservé sur les talents de stratège ou de tacticien. Bon. Mais il les aurait peut-être montrés plus tôt, et notamment pour la présidentielle précédente, si tel avait été le cas. Mais ce qui me peine, c'est que malheureusement, Denis Jean-Marc ait raison de cette façon. C'est-à-dire qu'en effet, on est dans un bal des ambitions, et on voit mal fleurir là des idées politiques nouvelles. Et c'est très curieux parce que c'est effectivement un discours paradoxal, c'est un discours qui prétend aller au fond, faire des propositions neuves, etc. Et en fait, on voit très bien que les ficelles sont trop grosses. Honnêtement, il y a des questions qui sont posées. Mais à l'intérieur, dans les sous-chapitres, il y a d'autres questions. Il y a que des questions. Il y a que des questions qu'il évoque. Ça fait pchit, comme aurait dit Chirac. Ça fait pchit, en effet. Et il y a des questions qui sont quand même tout à fait étonnantes. Je me permets d'en proposer une ou deux. Comment relancer le projet européen? Bon, alors, c'est une bonne question. On est quand même à 3 mois après une circonstance politique où les socialistes auraient pu effectivement ruer dans les brancards au mois de janvier. Ils ne l'ont pas fait. Relancer l'idée d'un référendum, ils ne l'ont pas fait. Donc effectivement, ensuite François Hollande dit, mais encore une fois comme s'il parlait d'un autre, les socialistes ont besoin de rehausser leur crédibilité européenne. Soit. Et là aussi, c'est un constat vraiment d'arrière-garde de quelqu'un qui n'aurait pas. C'est le constat de son propre échec. Parce que qui a emmené le Parti socialiste dans une impasse à l'occasion du référendum sur l'Europe de 2005, c'est bien François Hollande, il faut le dire. Ouais. Moi, je voulais prendre le chapitre justement sur l'immigration, parce que en le lisant, la question sur l'immigration, très nettement, pour être très précis, comment maîtriser sereinement l'immigration. Et dans ce qu'il dit, il faudrait régulariser sur des bases de critères, mais quand même raccompagner ceux qui n'y ont pas droit. Il parle de co-développement. Honnêtement, Nicolas Sarkozy et son gouvernement, Brice Hortefeux, pourraient dire exactement la même chose, quoi. C'est d'autres mots et une autre tonalité pour proposer à peu près la même chose que ce que fait le gouvernement. Et d'ailleurs, le Parti socialiste et même Lionel Jospin ont pratiqué à peu près une politique comparable. Hein. On a l'impression, si permettez, on a l'impression qu'il ressent qu'il y a un vide à gauche. Il y a une faillite, une vacance à gauche, et le Parti socialiste en est responsable en premier lieu. Mais en même temps, il sait bien qu'il n'a pas ni la volonté ni les moyens d'aller dans cette direction-là. Donc il y a une sorte d'ambivalence du discours, avec quelques coups de chapeau comme ça, virtuellement de gauche.
mais en réalité un discours qui est pas très éloigné dans la pratique de la politique de Sarkozy sur l'immigration et sur bien d'autres questions. Hein. C'est peut-être aussi pour pas laisser ce terrain qui a été fatal en 2001, l'immigration, la sécurité. C'est vrai qu'à l'époque les socialistes n'osaient pas vraiment en parler. Oui, enfin ils en ont beaucoup parlé et on peut peut-être faire l'analyse inverse, c'est-à-dire qu'ils en ont tellement parlé qu'ils ont perdu leur âme. Autour de ces thèmes-là. Surtout depuis. Oui, à partir de 2001. À partir de 2001, oui, mais pas avant 2001. Je crois que c'est vrai que cet article ne répond pas à la crise d'identité du Parti socialiste. Et c'est vrai, comme vous l'évoquiez, Pierre, c'est d'abord un assemblage de questions et peu de réponses apportées ou si floues que on ne voit rien, on ne trouve rien là d'absolument convaincant. C'est pour ça que je pense que cette espèce de coup de force, de percée soudaine de François Hollande est essentiellement tactique et elle est strictement liée à la situation qui est créée par la perspective du Congrès et de la bataille pour le poste de premier secrétaire. Je trouve que d'ailleurs dans cette bataille, au fond, aujourd'hui, la personne la plus claire, la plus cohérente, c'est quand même Ségolène Royal. On n'en est pas encore au stade des propositions, mais elle dit, clairement, d'abord je suis candidate. Ce que ne fait pas Bertrand Delanoë, alors que ça trompe personne. Oui, elle est libérale. Vélibérale, comme dit le Canard enchaîné. Elle dit, je suis candidate pour le poste de premier secrétaire, et dans la perspective de l'élection présidentielle. Au moins là-bas, clairement s'écarte. Et par ailleurs, elle dit, je suis l'héritière de Mitterrand qui disait, un homme, un parti, un projet. Au moins ça, c'est cohérent, et c'est clair. Et je pense qu'il serait d'ailleurs temps pour les différents acteurs de cette bataille, qui serait intéressante d'ailleurs, d'abattre clairement aussi leur carte. On est dans un flou que ce papier de François Hollande n'éclaircit pas. Oui, si on revient alors sur, moi j'ai pris le dernier point quasiment pour commencer, on n'a pas pris dans cet ordre-là. Comment élargir la base pour gagner? Comment élargir le socle électoral du Parti socialiste? Alors le problème c'est qu'il répond pas évidemment à la question. Il dit bon, du côté de la LCR et de la gauche pure et dure, bah c'est pas possible hein, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous taper dessus, donc il y aura rien à gratter de ce côté-là. Et puis le MoDem finalement il représente que Bayrou. Alors on se demande alors ok, si c'est pas à notre gauche ou si c'est pas à notre centre, ça va être où? On revient à la FGDS, à la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. D'ailleurs il le formule en disant il faut élaborer une nouvelle structure fédérative qui rassemble le Parti radical, le Parti socialiste et les Verts, c'est-à-dire que pour que tout change, il faut que rien ne change. En tout cas, ce qui me frappe, moi, c'est que il y a pas de politique dans il y a pas de politique dans ce discours. Il y a quand même une situation sociale qui est terrible pour un parti socialiste normalement constitué. C'est une aubaine. Il n'y a pas un mot là. Il y a les pêcheurs, il y a les transporteurs, il y a le pétrole, il y a le pouvoir d'achat. Il y a une situation terrible et il n'est pas question de ça. Effectivement, on voit que les ficelles tacticiennes pour les échéances électorales. Et ce dernier point est à mon avis très intéressant, celui que vous évoquiez, parce que de façon sous-jacente, il y a l'idée de primaires. En fait, qui sont là-dedans, hein, de primaires à gauche. Alors évidemment pas avec la gauche de la gauche comme on dit, hein, mais des primaires. Ces primaires, on sait très bien où ça a conduit. Par exemple, le frère italien du Parti socialiste français, c'est-à-dire ça, une dissolution du parti, hein, donc une droitisation totale du parti qui va jusqu'à maintenant abjurer et son appellation socialiste et même sa dénomination de gauche. Et ce qui est dit dit sur l'appellation socialiste, beaucoup de personnages du Parti socialiste sont d'accord avec ça aujourd'hui. Je le sais bien, je le déplore personnellement, mais c'est ainsi. Hein. Mais et quant à François Bayrou, c'est assez intéressant. L'évocation de François Bayrou. Il nous dit non, pas avec le MoDem, parce que le MoDem est entièrement tributaire des ambitions électorales de François Bayrou. On aurait aimé une critique politique du MoDem, de son libéralisme. Il n'y a pas non une critique politique, c'est une critique personnelle d'une ambition de Bayrou qui par ailleurs peut être aussi celle de Hollande. Par ailleurs, il y a des oublis sur des questions essentielles aujourd'hui qui méritent d'être débattues en fonction de la politique de Nicolas Sarkozy. Par exemple, quelle est la place de l'État et le rôle de l'État aujourd'hui? C'est absolument pas abordé. Quelle est la notion de service public? C'est absolument pas abordé. Soit le Parti socialiste évolue franchement sur ces questions-là. Voilà. Il n'y a pas de débat sur les réformes qui sont entreprises par Nicolas Sarkozy et pas de
positionnement véritablement de gauche. Je suis frappé par la hiérarchie des questions aussi. La première question, on a parlé la dernière, on peut parler de la première, c'est comment être plus fort dans la mondialisation. Je dis pas que c'est pas une question qui se pose, mais je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit la question que se posent les adhérents du Parti socialiste, les électeurs potentiels et les gens qui aujourd'hui sont dans la difficulté sociale. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils se posent la question. Alors après, on parle. Ils ont plus envie d'entendre parler de la ligne 1 du RER. Peut-être, mais enfin de la répartition des richesses. Alors il en est question. Après, il y a là aussi, il y a un mot sur une réforme fiscale, mais précisément ça, on aurait bien aimé la voir cette réforme fiscale quand il était en position de la proposer ou par la candidate pendant la présidentielle. Juste sur, puisqu'il parle de l'échéance, comment rassembler la gauche finalement pour les présidentielles. Alors là, bon, le mot programme commun n'est pas cité, mais c'est pas loin. Hein. Il parle de contrat de gouvernement dans lequel, j'imagine, viendront plusieurs. Bien sûr. Et puis il reparle d'un candidat commun au premier tour de la présidentielle. Hein. On est quasiment. Oui, mais voilà, ça c'est la forme déguisée de l'hégémonisme, si je puis employer ce mot, du Parti socialiste, puisque précisément, il n'y a pas de partenaires qui sont en position dans le cadre qu'il définit de contester la candidature des socialistes. Donc ça pose bien le problème d'une alternative sur la gauche. Et vous savez, je pense que François Hollande, de Politis, d'ailleurs. François Hollande est trop intelligent et trop malin pour ignorer ce qu'il a fait. Il a en réalité fait un papier très vite, à mon avis, qu'il a voulu solenniser, parce qu'il a vu partir tout d'un coup Ségolène Royal et Bertrand Delanoë, et qu'il fallait absolument ce coup-ci se remettre dans la course. Et la dernière fois, il a fait, vous savez, les courses sur piste, hein, il a laissé partir Ségolène Royal, il était persuadé que ça ne marcherait pas et qu'à ce moment-là, il pourrait se présenter comme le candidat de rassemblement du Parti socialiste. Sauf que Ségolène Royal, pendant qu'il était lui immobile sur son vélo, elle pédalait, elle lui a pris un tour et finalement elle était la candidate du Parti socialiste. Aujourd'hui, il a décidé de ne pas faire du surplace. C'est peut-être pour ça qu'il parle, lorsqu'il parle du libéralisme, hein, et de la bataille de mots, il parle de bataille de mots entre les deux, l'air de dire, eux ils s'occupent finalement de la forme, et moi pendant ce temps-là je m'occupe du fond. Malheureusement il ne fait pas tellement autre chose. Mais on voit qu'il n'a pas eu tellement le temps de travailler sur le fond. Je remontre Politis, hein, c'est celui qui est sorti aujourd'hui. Il pose le problème justement de l'espace politique qui est libéré par l'espèce de glissement du Parti socialiste vers le centre. Il pose quand même une très bonne question qui est, que d'ailleurs évoquait souvent Mitterrand, c'est l'un des problèmes de la gauche, c'est qu'elle n'est structurellement pas majoritaire dans ce pays, et comment elle le fait pour le devenir. Mais la réponse, elle n'est pas en tout cas dans les 10 questions et les réponses qu'il a posées à ces 10 questions. Très bien, merci beaucoup messieurs, merci d'être venus. On va parler du climat maintenant avec ce livre de Laurent Cabrol qui fait pas un tabac, on peut vous le dire, auprès des Verts. Et oui, mais de quoi souffre-t-elle donc, notre belle planète? Des outrages des hommes à l'origine des dérèglements climatiques ou de maux endémiques nés des profondeurs de la Terre? La polémique climatique est ouverte avec, sur le plateau de Bouge la France, le journaliste Christian Cabrol, Laurent Cabrol et le sénateur vert de Paris, Jean Desessard. Et oui, Jean Desessard, on a toujours une émotion. Bonsoir à tous les deux, parce que c'était le premier invité de Bouge la France. On en est à 600 émissions maintenant, et il est toujours là, et nous aussi. Alors, ce livre... Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ce livre, alors évidemment, les Verts, ils râlent un petit peu, on va peut-être s'en rendre compte. J'espère que ce débat va pas tourner à l'orage. La Terre se réchauffe, le temps change, la calotte glaciaire fond. Tout le monde fait ce constat, il est universel. Mais là où toutes les politiques écologiques et de développement durable désignent l'homme et la civilisation, eh bien, vous Laurent, vous prenez vraiment une position un petit peu inverse. Non, c'est pas une position que je prends à titre personnel, bien entendu, puisque je ne suis pas un scientifique. Je ne suis qu'un journaliste qui a mené une enquête après avoir adhéré, comme beaucoup de mes confrères, à cette thèse du réchauffement climatique. Au tout début, il y a cela 15 ans, j'étais l'un des premiers à dire oui, le réchauffement climatique est dû à l'homme parce que on nous le dit. Et puis quand on s'aperçoit, quand on fait une étude un petit peu approfondie, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'homme est certes responsable des émissions à gaz à effet de serre, de ce qu'on appelle le CO2, émissions de gaz carbonique, mais il y a d'autres acteurs dans le réchauffement climatique. Ces acteurs sont tout aussi importants et on les passe sous silence. Ça veut dire le soleil, les nuages, les aérosols et les océans. Ce sont des acteurs qui, eux, contribuent également au réchauffement climatique. Et comme par hasard, par rapport à l'homme, c'est ce qui ressort un petit peu de votre livre. L'homme, malheureusement, on ne le sait pas. C'est là aussi où il y a quand même un vide énorme. Il faut savoir que la science météorologique ou climatique est très jeune. Elle a à peine 140 ans et on ne sait pas grand-chose encore. On est au balbutiement.
effectivement, et Dieu sait si les chercheurs sont des gens qui font des efforts considérables et qui sont merveilleux, mais on n'en sait rien. Alors, certains chercheurs disent qu'aujourd'hui, les nuages peuvent complètement, la position des nuages peut complètement modifier le comportement de l'homme. Pourquoi un nuage? Parce que c'est à la fois un parasol et une couverture. Soit le nuage a une fonction parasol, soit une fonction couverture. Or, on ne sait pas aujourd'hui dans le réchauffement climatique quel type de nuage sera engendré par le réchauffement. Donc, ce grand mystère, pour l'instant, nous laisse entendre qu'on sait peu de choses, mais en revanche, ce que l'on sait, c'est que l'on accuse l'homme et que l'homme, notamment les Français, sont les premiers à pâtir de cette situation en étant en permanence culpabilisés par cette idée que chaque fois que l'on fait quelque chose dans notre vie, c'est au détriment de la planète. Alors, et c'est ce sur quoi je m'assure. Alors, Jean Desessard, est-ce que dire qu'en 1806, on a un été pourri, hivernal et pluvieux, qu'en 1807, l'année suivante, c'était le contraire, était caniculaire, qu'il y a eu des vagues de froid de 10 cm de neige à Paris en 1869, que le pont des Invalides était emporté par des blocs de glace en 1880. Est-ce que ça vous suffit, vous, pour justement justifier qu'on ne peut pas faire grand-chose? De toute façon, on ne sait pas tout. Ouais, attendez, monsieur, il nous dit il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre, il y a le soleil. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas le soleil. Il y a évidemment le soleil dans le réchauffement climatique. Oui, donc après, vous nous dites qu'il y a des nuages. Ah bah oui, il y a des nuages. Bon, alors la question qui est posée... Là, vous caricaturez, c'est pas du tout ce que je dis. Ben si, vous avez dit ça. Non, je dis qu'il y a des nuages, que ces nuages, on n'en connaît pas les effets, et que ce que l'on ne sait pas, c'est quels seront les nuages qui seront engendrés par un réchauffement climatique. Ça n'est pas du tout pareil. De dire qu'il y a un dérèglement qui peut être possible pour d'autres facteurs que l'activité humaine, on n'a jamais nié ça. Mais ce qu'on dit, et tous les scientifiques le disent, enfin pas tous les scientifiques, vous avez dit qu'il y avait une petite partie avec vous, et quand vous êtes un journaliste, vous regardez ça, donc, mais la majorité des scientifiques, et il y a énormément de colloques, ils disent que l'activité humaine, industrielle, et tout le système de chauffage, le système de transport font qu'il y a une émission de gaz à effet de serre, donc il y a effet de serre, et ce qui fait qu'il y a un réchauffement dû à ce que les rayons ne repartent pas et ils retombent, donc ils réchauffent la Terre. Et les courbes de température liées aux courbes d'émission de CO2 sont parfaites, elles se suivent. Les températures de ces dernières années montent énormément. Alors, moi je ne dis pas que dans un autre contexte, sans l'homme, il pourrait aussi y avoir des variations. On dit simplement que l'activité humaine entraîne un réchauffement de la planète, et on dit que le réchauffement climatique de la planète va entraîner des problèmes pour l'homme. Alors moi je veux bien qu'on ne le culpabilise pas, qu'on dise on change rien, mais peut-être que vous, moi, on va pas le subir énormément, et encore. Mais dans 20 ans, 30 ans, il faudra bien que les gens le gèrent. Donc on dit principe de précaution, il y a un réchauffement climatique. Si on ne fait rien, il va s'accentuer. Déjà, on est très mal parti. Et c'est pas nous qui allons tuer les gens. L'espèce humaine, dans 30 ans, est menacée. Ce que vous appelez principe de précaution, vous, Laurent, vous dites que on culpabilise les gens. On culpabilise les gens alors que le réchauffement climatique a déjà existé. En l'an 900 jusqu'à l'an 1300, on a vécu 4 siècles de périodes durant lesquelles la température sur le globe était supérieure à celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons des exemples écrits. C'était l'époque des cathédrales. Je remonte pas aux dinosaures. Je remonte à l'époque où on construisait les cathédrales. Que se passait-il? On avait encore des fraises. C'est des exemples que je donne dans mon livre. On avait des fraises à Colmar à Noël, on avait des feuilles aux arbres en janvier. Ce sont des périodes durant lesquelles on a connu ce réchauffement. Que je sache, à cette époque, il n'y avait pas de voiture. Or, ce réchauffement, la Terre qui s'est réchauffée a retrouvé ensuite son équilibre. Et puis on a vécu entre 1580 et 1880 une période de ce qu'on appelait le petit âge glaciaire, où là, il a fait très froid. 1709, 1 200 000 morts de faim et de froid en France, en hiver 1709. Bon. Et la Terre a retrouvé son équilibre. Donc moi, ce que je dis, c'est pas moi qui le dis encore une fois, je me fais le porte-parole de chercheurs qui sont une minorité peut-être aujourd'hui, mais qui sont dans l'anonymat, mais qui eux aussi sont derrière moi. Ce sont des gens qui disent la Terre a eu des soubresauts naturels, elle en connaît encore un autre, accentué par l'homme, c'est vrai, mais l'homme n'est pas l'unique responsable de ce qui se passe. Et la Terre peut retrouver son équilibre parce qu'elle porte en elle de quoi rétablir son équilibre. C'est justement, c'est ce qu'on sent dans votre titre quand vous dites climat. Et si la Terre s'en sortait toute seule, ça veut dire en gros que de toute façon, même si l'homme fait des conneries entre guillemets, la Terre s'en sortira toujours. On dit toujours que la Terre, elle peut très bien s'en sortir, c'est l'homme qui s'en sortira pas. On peut même imaginer une guerre nucléaire, on peut même imaginer qu'il n'y a plus personne sur Terre, et c'est pas pour ça que la Terre, elle, en tant que Terre, ne s'en sort pas. Est-ce qu'on veut défendre l'espèce humaine? Alors vous avez avancé, en tout cas dans le débat, certainement que dans votre livre vous l'avez dit,
oui, l'espèce humaine peut jouer un rôle, mais elle n'est pas seule. Bon, ça, on peut se mettre d'accord sur comment on pourrait savoir la part de l'évolution, comme vous l'avez dit, historique. On a vu ces différences qui ont déjà existé. On sait que l'activité humaine accroît le réchauffement climatique. Et ce n'est pas prêt de se terminer. Bon. Et ça, c'est une affirmation, c'est vrai, de la plupart des chercheurs à travers le monde, mais qui n'est pas corroborée par beaucoup d'autres chercheurs qui disent la Terre est un organisme vivant qui peut s'en sortir, qui a en elle-même une potentialité pour s'en sortir, parce que comme notre corps réagit contre les maladies, la Terre porte en elle et je donne l'exemple dans mon livre de ces fameuses petites bactéries que l'on a découvertes il y a à peine 20 ans, qui sont sur les océans, ces bactéries qu'on appelle les Prochlorococcus, qui sont des bactéries dévoreuses de carbone, et on peut imaginer que ces bactéries dont on ne connaissait pas l'existence il y a 20 ans puissent se développer, puissent se multiplier et puissent être encore plus dévoreuses de carbone, et que c'est ainsi que la Terre peut se réguler. On peut aussi imaginer que les nuages jouent un rôle extrêmement important, beaucoup plus que le CO2, engendrent justement un rétablissement. Pourquoi en l'an 900 et 1300, alors qu'il a fait plus chaud, la Terre a retrouvé son équilibre? Vous me dites, les hommes vont pas s'en sortir. Ils sont pas morts, que je sache, en l'an 900 et 1300. Vous avez dit vous-même qu'il y a eu quand même un million de morts. C'est plus tard dans le froid. Dans le froid. Donc, mais aujourd'hui, vu la démographie sur Terre, le nombre, la population mondiale, il est évident que s'il y a une augmentation du niveau de la mer, je crois que vous êtes d'accord, à moins que ça vous le niez, que s'il y a réchauffement climatique, et il y a fonte des glaces, donc il y a élévation du niveau de la mer, et ça veut dire que toutes les zones côtières à forte densité démographique, eh bien il y aura beaucoup de morts, ou ce qu'on appelle des migrations dues écologiques. Oui, mais ça c'est encore une thèse qui est... Moi je sais pas, je comprends pas une chose. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas capable de prévoir le temps qu'il va faire l'été prochain, et pourquoi on nous dit que dans 40 ou 50 ans on sera submergé par la mer, on aura des températures tellement élevées qu'on pourra plus vivre sur le globe. Le temps qu'il va faire au Sahara, ça veut ça veut dire qu'il y a des endroits sur Terre où on sait à peu près le climat qu'il va faire suivant les mois et tout ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est du jour au lendemain. Mais non, monsieur le sénateur, on est incapable. Je fais la météo depuis 20 ans, je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce que c'est qu'un anticyclone, comment il va se développer. Est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'il va dégonfler? Est-ce qu'il va regonfler? Est-ce qu'il va se déplacer? On est incapable de le dire parce qu'on ne le sait pas. La météo, c'est une science tellement jeune, tellement balbutiante qu'on ne sait rien. On sait un peu comment se déplacent les dépressions. Qu'en été, il va faire plus chaud qu'en hiver. On sait quand même qu'au Sahara, il fait plus chaud on sait maintenant que l'Espagne arrive dans un climat aride et qu'il peut y avoir des problèmes de sécheresse. Et alors tout ça, on le sait. Donc vous niez tout. Vous vous dites tout va s'arranger parce que les nuages vont circuler et donc tout va s'arranger. C'est pas moi qui dis attendez encore une fois, c'est pas moi. Je ne suis que le porte-parole. Des chercheurs anonymes. Mais non, pas anonymes. Une minorité silencieuse. Les noms sont dans mon livre. Non, c'est pas des gens, c'est pas des fous de guerre qui sont là en train d'agiter. Non, moi je suis le porte-parole d'une minorité silencieuse qui aujourd'hui veut faire valoir ses droits dans le dialogue. On en a marre être en permanence culpabilisé par une partie de l'opinion des gouvernants, une partie de l'opinion scientifique qui nous dit vous êtes coupable chaque fois que vous prenez votre voiture d'accompagner vos enfants à l'école, vous êtes en train de tuer la planète. C'est une bêtise. Quand je lis, je roule. Il faut continuer à faire des autoroutes. Il n'y a pas d'émission mais si, il y a des gaz à effet de serre. Mais vous m'avez dit que ça participait au réchauffement climatique, en partie. Mais en partie. Mais quand je dis je roule à 90, je sauve la planète, c'est ridicule. Pourquoi? Parce que moi, en France, je roule à 90, au lieu de rouler à 90, je roule à 80, on va m'imposer pendant une année de rouler 10 km/h de moins. Je vais économiser en France les émissions avec des effets de serre en un an, ce que les Chinois consomment en 2 heures. Oui. Enfin, ça, c'est pas un argument, parce que c'est pas parce que les Chinois le font pas qu'on doit tous permettre. Mais d'accord. Si personne ne fait aucun effort, arrêtons. Déjà, ça, c'est un premier point. Arrêtons de culpabiliser les Français, parce que parmi les nations, on n'est pas les plus mauvais. On est même parmi les plus raisonnables. Deuxièmement, lorsqu'on est en phase de... Comment ça, on est parmi les plus raisonnables? Vous voulez parler de quoi? Au point de vue effort... Est-ce que le développement, le nombre de voitures qu'on a... Aux Chinois par rapport aux Américains? Non, les Chinois, si on prend le nombre de Chinois, il y a beaucoup moins de voitures. Bien sûr. En proportion du nombre d'habitants qu'en France. Oui, mais le jour où les Chinois pollueront autant par habitant qu'un Français, à ce moment-là, ça sera énorme. C'est-à-dire, parce qu'ils sont nombreux, on dit la pollution de l'État chinois. Oui, mais par habitant,
Oui, le français pollue davantage, non, mais de ce point de vue, émet davantage de CO2 que le chinois. Oui, parce qu'il y a beaucoup moins de voitures, on le sait bien, mais on peut pas dire que les Chinois fassent beaucoup d'efforts pour moins polluer, pour se baser leur économie et leur énergie sur des moyens plus simples. Un monsieur comme monsieur, s'ils sont même, puisqu'ils sont chinois, ils peuvent être 5, puisqu'en proportion même beaucoup plus. Donc s'il y a 10, comme monsieur qui leur disent, vous pouvez faire ce que vous voulez, et puis allez-y, ils vont dire, de toute façon, on a du retard, nous, sur les États-Unis, on a des retards sur la France, donc on a le droit d'avoir des voitures, on a le droit de consommer. Je vais parler des autoroutes, parce que ça a été, je crois que tous les candidats à l'élection présidentielle ont dit qu'il fallait stopper le programme des autoroutes en France. Et Laurent Cabrol est pas tout à fait d'accord avec ça, je crois. C'est pas tellement ça. Je dis que ça continue à se développer, ils disent. Non, moi je dis que ce que je ne souhaite pas, c'est ce que l'on veuille modifier radicalement notre mode de vie. Et ça, dire du jour au lendemain, il faut arrêter de prendre sa voiture, il faut arrêter de faire les autoroutes, il faut vivre, il faut arrêter de calfeutrer, il faut calfeutrer ses appartements. Tout ça, si on me dit c'est au nom du manque de pétrole, au nom de la sécurité sur la route, je dis très bien. Mais que l'on ne me dise pas je calfeutre mes maisons, je vais sauver la planète. Que l'on ne me dise pas je réduis ma vitesse sur les autoroutes, je vais sauver la planète. Ça n'est pas vrai. Ce qu'on me dit, il faut être citoyen dans un monde qui est de plus en plus peuplé, où il va y avoir 8-9 milliards d'habitants, on va se sentir à l'étroit, il faut être plus raisonnable, oui, mais on biaise le discours. Moi je ne suis pas contre le discours que vous nous tenez, je dis qu'on biaise le discours. Le discours, moi ce que j'ai envie que l'on me dise, c'est que non, le réchauffement climatique, nous n'en sommes pas responsables. Non, nous ne sommes pas les boucs émissaires de la planète en France. Voilà ce que je veux qu'on nous dise. Ce qu'on peut entendre dans ce que dit monsieur, c'est que c'est substituer une nouvelle morale au nom de l'écologie. Hein, et que au nom de l'écologie, ceux qui sont moralistes, qui ont dit t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, ils ont trouvé maintenant un nouveau concept qui serait justement l'écologie. Et au nom de l'écologie, on imposerait un certain nombre de choses et on réduirait des libertés. C'est ce qu'il exprime. Donc il dit, on nous culpabilise, on n'a pas le droit de faire grand-chose. Alors ça c'est vrai, il peut y avoir ce sentiment-là. Maintenant, vous avez parlé d'être citoyen, et là on peut se rejoindre. Vous avez dit, si on veut économiser du pétrole, si on veut respecter la diversité, si on veut éviter les pollutions, si on veut, dans la petite partie humaine, par rapport au réchauffement climatique, être citoyen. Et donc je pense que monsieur a raison d'amener le débat comme ça, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une morale qui est au-dessus de chacun, parce qu'on aura toujours des choses sur lesquelles on pollue, ne serait-ce que les scientifiques qui vont faire un colloque pour discuter. Qui dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, ils utilisent l'avion, et puis alors après ils paient pour qu'on reforeste quelque part, et donc ainsi ils se sentent déculpabilisés. Il est vrai que l'activité humaine est une activité où on produit des déchets, où on produit de la pollution. Le fait qu'on soit très nombreux sur Terre et que on ait maintenant des moyens techniques très développés fait que ça prend des proportions énormes. Et moi, je préfère, et vous avez raison de dire, ça doit pas être une morale qui est fait qu'on ne peut plus vivre en tant que tel, mais ça doit être au niveau citoyen, à tous les niveaux, qu'on trouve des formules pour justement respecter l'environnement. Et je crois qu'à ce niveau-là, vous pourriez être en partie d'accord, parce que je vois bien que vous avez quand même un fonds de commerce intéressant qui est de critiquer l'idée dominante, mais vous pourriez être au moins en partie d'accord. Merci de reconnaître que ce n'est pas un fonds de commerce, monsieur. J'ai longtemps que j'ai fini le fonds de commerce et qu'il a fermé boutique. En revanche, ce qu'il y a, c'est que ce livre est la réflexion de 20 ans de météo. Depuis 20 ans, tous les matins, sur Europe 1, je fais la météo et je suis un homme qui a le nez dans les nuages. Et les propos de mon livre sont des propos qui ont été longuement réfléchis. Et ce sont pas les miens. Ce n'est qu'une enquête de journaliste. Une enquête que tout journaliste aurait dû mener depuis déjà bien longtemps. De même qu'aujourd'hui, on doit mener une autre enquête sur les OGM dans un autre sujet. Mais cette enquête... Alors là, je suis sûr que vous êtes pour les OGM. Non, mais ça m'intéresse. Non, mais puisque dans la lignée, on y va, l'un n'a plus aucune responsabilité. Non, mais c'est trop facile. Non, là, encore une fois, vous caricaturez. C'est trop facile. Là, sur le réchauffement climatique, je vous demanderai si un jour vous avez un petit peu de temps de lire le livre, vous verrez qu'il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse et qu'on ne peut pas nous culpabiliser au nom de questions qui sont sans réponse. Merci Laurent Cabrol, merci Jean Dezessa. On remonte d'ailleurs, vous l'avez à l'antenne, climat et si la Terre s'en sortait toute seule, c'est au Cherche Midi. Merci beaucoup d'être venu. Sonia Mabrouk est prête. On va regarder les unes des journaux de demain matin. Manchette, édito, une et appel de une. Vos quotidiens seront riches d'infos demain dans vos kiosques et Sonia Mabrouk les a déjà lus et appréciés pour vous. Tout de suite la revue de presse.
À la une de vos quotidiens demain, Libération qui titre sur les privilégiés de la carte scolaire. Le candidat Sarkozy avait promis le libre choix de l'école. Selon le quotidien, on est très loin du compte aujourd'hui et c'est le système D qui règne. Le pétrole cher encore et toujours qui, selon la Croix, oblige à innover. Là aussi, c'est la débrouille qui prime. Les innovations dans de nombreux domaines se multiplient. De quoi vous donner des idées. À vous aussi, Pierre. Oui, bien sûr. Plus sérieusement, Ouest France revient sur l'apaisement des familles après le verdict du procès de Michel Fourniret. À lire aussi dans Ouest France le point de vue de Michel Vievorka sur les sans-papiers aux États-Unis. Et puis on finit par de bonnes nouvelles. La Tribune titre sur les bonnes surprises de la démographie française. Les Français seront plus nombreux et puis en moyenne moins âgés qu'ailleurs en Europe. Voilà, merci beaucoup Sonia. On va enchaîner avec le dernier coup de fil. Une manif de plus sur l'horizon déjà trouble du mois de juin qui s'annonce. Le 17, une journée d'action pour protester contre le démantèlement des 35 heures. Le dernier coup de fil de Bouge la France, Jean-Louis Malice, secrétaire national de la CFDT. Bonsoir Jean-Louis Malice. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nicolas Sarkozy dit qu'il veut conserver les 35 heures qui serviraient de base, mais la loi permettrait aux entreprises de négocier le temps de travail. C'est vrai que vous avez l'impression que c'est peut-être un petit peu contradictoire. C'est ça qui motive cette grève ? Ce qui motive notre grève, cette grève, c'est une journée d'action. Il y aura des grèves, mais alors d'abord, je tiens tout de suite à rassurer d'ailleurs les parents et les jeunes qui passeront, les jeunes qui passeront le bac à ce moment-là, il n'y aura pas de perturbation dans les transports. Ça, je tiens à dire. Le vrai problème, c'est que le gouvernement nous avait demandé de discuter sur la question du temps de travail, et y compris d'imaginer de pouvoir dépasser les contingents d'heures supplémentaires. Il y a eu une négociation. Les principales organisations syndicales, la CFDT et la CGT, mais aussi les deux grandes organisations patronales, le MEDEF et la CGPME, sont tombées sur un accord. Le gouvernement nous avait dit qu'il transposerait cet accord tout simplement dans la loi, et en réalité, il va très au-delà de ce que nous avons négocié, et il donne une latitude aux employeurs, entreprise par entreprise, qui va totalement chambouler la vie des salariés. Mais alors du coup, justement, la FO et la CFTC, qui n'ont pas signé cet accord, vous demandent de retirer cette signature. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors d'abord, cette position commune qui a été signée parle aussi de la représentativité syndicale, et ces organisations se sentent menacées. Et puis il y a ce chapitre sur le temps de travail. Évidemment qu'on ne retirera pas notre signature, d'autant plus que le gouvernement nous avait prévenu que s'il n'y avait pas d'accord, il légiférerait. Donc ça veut dire que si vous voulez, le seul obstacle que le gouvernement a devant lui, c'est le fait que les grandes organisations syndicales et les grandes organisations d'employeurs ont signé un accord, et que s'il passe outre à cet accord, en fait, d'une certaine manière, il piétine le dialogue social. Et il fait exactement le contraire de ce qu'il prétend faire depuis que ce gouvernement est en place. Est-ce que vous pensez avoir l'opinion publique avec vous ? Moi, je suis persuadé que, d'abord, le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Travail, tous se sont félicités des évolutions du dialogue social ces derniers mois. On a signé un accord sur le contrat de travail, on a signé un accord sur la représentativité des syndicats, et tout le monde s'en félicitait. Les Français ont entendu tout ça. Aujourd'hui, tous ces pas qui ont été que nous avons faits sont niés par le gouvernement. D'autre part, les conséquences du projet de loi, ce n'est qu'un projet, mais en tout cas, sont très 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 précises. Par exemple, il donne la latitude à un employeur de demander à n'importe quel salarié, indépendamment de son statut, de ses contraintes, d'être en forfait heure ou jour. C'est-à-dire, en gros, s'il est par exemple en forfait jour, on dira ce salarié doit travailler 217, voire plus de journées, sans du tout calculer le nombre d'heures travaillées dans cette journée. Ça existe pour certaines catégories de salariés aujourd'hui, ça existe pour les cadres. Mais le fait d'étendre ça d'une façon illimitée, comme c'est prévu dans la loi, est réellement une menace pour les salariés. Et quand les salariés vont être informés du contenu de cette loi, nous on est persuadés qu'ils vont réagir. D'autre part, il ne faut pas se tromper. Quand on fait des sondages, on demande aux gens s'ils sont favorables aux 35 heures, qu'on interroge ceux qui en bénéficient. Très très souvent, ils en sont très satisfaits. Très bien. Merci beaucoup Jean-Louis Malice. Merci de votre appel. Merci, bonne soirée.
Voilà, c'est terminé. Sonia, on va se quitter. On va remercier Philippe de Sony d'avoir réalisé cette émission, ce qui était un énorme effort. Pierre-Henri Gergogne, notre rédacteur en chef, et la voix off. Hélène Levert et Anthony Saint-Léger qui ont préparé cette émission ce soir, Se bouge la France. Tout de suite, l'Europe et nous, la politique commune de la pêche. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, voire un bon début de nuit. Et je vous donne rendez-vous à lundi. Au revoir. Au revoir Sonia. Au revoir Pierre. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsénat.fr.